Bonjour, chers téléspectateurs et internautes de Noulan TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la deuxième partie du colloque du docteur Cellini, biologiste et entomologiste, et du professeur honoraire au Muséum d'Histoire de Paris et botaniste spécialiste dans la flore Antilles-Guyane. Le thème de ce colloque était sur la biodiversité par l'association Le Jardin d'Alexina, dont le sujet principal était la fourmi de manioc. Je vous souhaite un excellent reportage et je vous dis au revoir et à bientôt. Insister donc sur l'aspect pédagogique. Donc un aspect pédagogique qui va se décliner ce soir au théorique. Donc avec l'intervention de deux éminents intervenants qui vont traiter des problématiques en fait inhérentes donc à ce genre d'écosystème. Donc ils vont se présenter. Donc, tout d'abord le professeur Sastre. Merci. Oui, Claude Sass, professeur à la retraite du Muséum national d'histoire naturelle, qui fréquente les Antilles depuis 1968. C'est pas hier, hein? C'est presque en temps longtemps. Presque. Et qui a eu l'occasion de circuler en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, tout l'ensemble. Sur des différents projets de botanique, puisque je suis botaniste. Et entre autres, j'ai participé au suivi des éruptions de la Soufrière en 1976-77 pour voir comment la végétation se réinstallait. Et j'avais avec moi des collègues zoologistes, ce qui fait qu'on a fait un certain nombre de travaux sur une bonne dizaine d'années. Bon, j'ai aussi lancé les comités SNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, phénique, floristique, avec le ministère de l'Environnement de l'époque, plus le livre rouge qu'on s'est mis à dos et qui va bientôt sortir. Le livre rouge l'espèce rare et menacée de Guadeloupe et de Martinique. Bien. Alors aujourd'hui, je viens donc vous raconter quelques histoires botaniques. Voilà. Plutôt que de présenter quelque chose de très formel, j'ai plutôt envie de raconter des histoires. Un peu comme les anciens conteurs, vous savez. Mais des craintes, jamais je vous dirai cric. Pas plus que la tour d'or. Bon. Alors, ma première histoire concerne les mangles, les mangliers et les palétuviers. Où trouve-t-on ça en Guadeloupe, d'après vous? D'abord, en mangrove. Hein? Alors, vous voyez, quand vous abordez une côte, certaines côtes guadeloupéennes, c'est monsieur Mangle Rouge qui vous accueille. Et monsieur Mangle Rouge, vous notez qu'il a les pieds dans l'eau salée. Bon. Si on pénètre un peu derrière le mur, tu veux que je le fasse? Excusez-moi, oui. Ah oui, ah, c'est tout. Il me faut des bons yeux, excusez-moi. Il faut viser. C'est bon. Ah non, c'est la dernière, ça. Mais vous avez reculé, il faut avancer. Ah, voilà. Voilà, ça y est. Donc, si vous pénétrez à l'intérieur de la mangrove, vous voyez ce fouillis inextricable. Et notre mangle rouge nous envoie beaucoup de racines échasses. Et vous voyez, il y a de l'eau. Bon, dans le cas présent, il y a de l'eau salée. Et si vous regardez dans l'eau salée, vous voyez un tas de petits animaux qui vivent là, dont des poissons. Et un de mes amis pêcheurs un jour m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Pas ni mangrove, pas ni poisson. Ah, est-ce grave qu'il n'y ait plus de poisson? Vous savez, quand vous allez chez les commerçants, vous vendez des sardines, vous vendez un tas de choses en conserve. Et est-ce que vous avez... Mais enfin, je pense qu'il vaut quand même mieux des poissons frais. Ah, pour retrouver... Oui.
ici, donc on s'enfonce dans la mangrove, et vous devez voir là, ces taches ici. Et bien c'est un autre palétuvier qui envoie des racines, qu'on appelle les pneumatophores, et c'est une façon pour lui de pouvoir respirer dans un milieu très très mouillé, très très humide. Alors là on voit aussi un autre rôle de la mangrove, c'est de fixer le sol, de fixer la côte. Voilà. Suivant. Alors des palétuviers, on en trouve aussi au salé. Par exemple, dans la forêt marécageuse, vous avez ici le mangle médaille, qui est assez impressionnant par son volume et surtout par l'empattement, son empattement. Alors, où trouve-t-on d'autres mangliers ou d'autres palétuviers? Qui l'eût cru? Sur la soufrière. Eh oui, sur la soufrière, il y a dans ce fouillis-là ce qu'on appelle des palétuviers montagnes. Et ces palétuviers montagnes abritent aussi des animaux, naturellement pour les poissons. À moins que le poisson volant puisse monter jusque-là, ce qui n'est pas évident. Par contre, ils abritent volontiers des colibris. Par exemple, le colibri huppé. Le colibri huppé qu'on connaît au bord de mer, eh ben, il est capable de monter là-haut et de faire des nids et de se reproduire. Suivant. Plus et plus facilitairement. Alors là, vous avez des cierges qui sont appelés toches au cintre et tochés à Sava. Parce que ça fait comme des torches. Et en voici d'autres assez caractéristiques qu'on appelle les têtes à l'anglais. Donc vous voyez un gros corps et ce qu'on appelle dessus un céphalium. Alors à Saint-Barth, quand il n'y a pas encore le céphalium, qui a que le gros corps, on l'appelle Koussenbender. Alors je ne sais pas si c'est un moment de Belmer. Peut-être que vous me dire, je m'appelle Merville ce soir. Et à Saint-Barth, comme il y a trois langages possibles, le créole, le patois, le langage francophone et un langage anglophone, parce qu'avant Saint-Barth, il y a beaucoup d'histoire. Et du temps des Suédois, on parle anglais à Gustavo. Et bien devinez comment ils les appellent, les anglophones. Si les francophones disent tête à l'anglais, on pourrait croire que les anglophones vont dire tête à français. Non, c'est pas ça. Ils les appellent turc-kel. Chapeau de turc. Bon. Alors, si je vous les montre aussi, ces chers tête à l'anglais, c'est parce qu'ils sont menacés. Comme beaucoup de cactus, il y a des plieurs de cactus dans la nature, ça ne paraît pas. Il fut un temps où j'étais expert au loin pour reconnaître les plantes qui étaient saisies. Un jour, on avait arrivé un groupe de visiteurs qui venaient du Mexique. Il y avait dans leur valise 160 cactus, dissimulés dans les affaires, dissimulés même dans les soutiens-gorge, dissimulés même dans les slips. On ne pouvait pas en faire autrement que de penser à la chanson de, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans mon signe, il y a un cactus à l'égal de flou, hein, je vais chanter. Bon, mais alors le problème, dans le présent, c'est que les cactus, normalement, on n'a pas le droit de les exporter, sans autorisation. Parce qu'il y a une convention internationale sur le commerce des plantes, des espèces sauvages. Et donc, tous les cactus sont sur l'annexe 1, ça veut dire qu'il faut au moins l'autorisation du pays exportateur. Ce qui veut donc dire que ces cactus ont été saisis, ce qui veut donc dire que les gens ont une demande assez marquée, forte, et ce qui veut dire même que certains cactus ont été renvoyés au Mexique. Bon, alors d'autres menaces sur les cactus en question, c'est un papillon. Voilà, ce papillon, oui, il est trop mal, l'image est un peu petite. Alors voilà la larve, la chenille, donc, qui rentre dans le cactus. Alors le cactus a l'air intact, mais il est rongé de l'intérieur. Et voilà l'adulte. Alors donc ça s'appelle le Cactorum
Lactoblastis catorrhoe. Merci. Alors, le troisième danger qui menace ces cactus, eh ben, sont les chèvres. Les chèvres réussissent à leur cerveau, à fondre, surtout au carré où il n'y a pas d'eau, à fondre le cactus et à manger à l'intérieur. Donc, pour toutes ces raisons, le tête à l'envers est sur la liste rouge des espèces à protéger. Alors, en plus, si vous voulez, c'est bien d'être inscrit, mais, point de vue pratique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, imaginez-vous qu'au Saintes, à Terre-de-Haut, il y a le fort Napoléon. Le fort Napoléon abrite un jardin de plantes exotiques. Et au fort Napoléon, il y a justement des têtes à l'envers. Il y a même des orchidées que suite à la décision du conseil municipal sur les espèces rares et menacées de Saintes, il est interdit de les exporter. Et donc, certains de ces orchidées et de ces cactus ont été saisis au moment où les visiteurs allaient prendre le bateau pour rentrer en Guadeloupe. Et donc, ont été déposés dans le fort. Alors, à la Désirade, où il y a ce même cactus, eh bien, ce sont les chauffeurs de taxi qui veillent. Parce que quand on arrive à Désirade, quand vous vous souvenez, vous l'avez fait, on aborde à côté de l'île, côté ouest. Les cactus sont de l'autre côté, côté est. On peut toujours y aller à pied, pourquoi pas. Beaucoup de gens prennent le taxi. Et à ce moment-là, les chauffeurs de taxi regardent bien les gens ce qu'ils font. Tant qu'ils prennent des photos, il n'y a pas de problème. Même s'ils les caressent, il faut aimer là. Il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où l'un il le met dans sa poche, si il a une grosse poche, probablement. Là, ça va plus du tout. Bien. Alors, tout ça je vous montre l'aloe pour vous montrer une autre façon de piéger l'eau. Vous voyez le cactus, une tige, pas de feuilles, l'aloe, des feuilles, pas de tige. La seule tige que vous avez, c'est juste l'inflorescence. Et une autre façon de se défendre ou de se protéger contre la chaleur excessive, eh ben, c'est se miniaturiser et de devenir une sorte de croûte. Vous voyez, vous avez les fleurs de cette plante-là, imaginez-vous que la longueur des pétales et sépales, c'est de 2 mm à peu près. Alors, en plus, cette plante fait partie aussi des espèces rares et menacées de Guadeloupe, d'autant plus qu'elle existe comme Guadeloupe, pas ailleurs. Et imaginez-vous qu'elle a été découverte par un Suédois. Un Suédois, à l'époque où sa marque était devenue suédoise, et où les botanistes suédois se sont répartis un peu partout dans les Antilles, donc en Guadeloupe. La preuve, voilà le premier herbier, à Stockholm, de cette plante qui a été ramassée en Guadeloupe. Comment ça va? Là. C'est affreux le trou comme ça. Hein? Heliotropium microphyllum. Oh, c'est parti. Heliotropium microphyllum. Heliotropium microphyllum. Donc un petit feuilleton. Hein? Alors, voici sa petite sœur ou son petit frère, comme vous voulez, à sa part. Heliotropium elegans. Alors la différence, et puis quand même beaucoup plus développée, et c'est la première collection, première observation, il y a 2 ans de cette espèce à Saint-Martin. On la connaissait de Saint-Martin, mais pas de Saint-Martin. Et certains botanistes avaient confondu les deux. Donc pas du tout. Saint-Martin, en Guyane, ont une espèce, élégance. Guadeloupe a une autre espèce, alors, c'est aussi pour vous montrer encore un peu le rôle des botanistes suédois. Mais là, il y a cette orchidée s'appelle Epidendrum patens. Elle ne vit pratiquement au-dessus de 1200 mètres d'altitude. C'est-à-dire dans des conditions climatiques fraîches et surtout entre 8 et 9 mètres de pluie par an. Or, le Suédois qui a ramassé ça à l'époque,
on a envoyé dans le même paquet des plantes de Samba, des plantes qui autour et de Guadeloupe. Donc c'est arrivé à Stockholm comme plante de Samba. Et il y a ça n'a été corrigé qu'il y a même pas un an. Je suis l'honneur botaniste qui a corrigé ça, en disant bah, c'est pas possible, l'écologie. Montrez-moi à Savard une montagne qui fait plus de 200 mètres d'altitude. D'accord, pas nous. Donc, on a bien compris, c'est que celui qui a fait ça a dû se rendre en Guadeloupe pour des raisons diplomatiques, parce qu'elle est en pleine guerre napoléonienne. Pour des raisons diplomatiques, il est allé vers les Anglais qui eux occupaient la Guadeloupe à ce moment-là. Et on a profité pour faire des promenades, entre autres peut-être monter sur la souffrière, ramasser la plante, et puis de retour à Saint-Barth, on a expliqué à Stockholm. Et un peu comment l'histoire de France et des Antilles rejoint l'histoire de la botanique. Alors donc, ça c'est le spécimen qui est à Stockholm. Alors, une autre façon aussi de tenir l'eau, eh ben, c'est ce pommier rouge là qui est bleu montre. Regardez son tronc est très doux. Hein. Et par exemple, quand il y a eu le cyclone Hugo, il y a des populations entières de ce pommier rouge qui ont disparu à la Grande Vigie, par exemple. Parce que très vite, comme il est relativement fragile, il s'est tordu. Il s'est affaibli et les insectes phytophages en ont profité, xylophages pardon, en ont profité et ont tué pratiquement toute la population de la Grande Vigie à l'époque. Alors, puisque je parle de Saint-Barth, les Saint-Barth ont une façon assez humoristique d'appeler cet arbre. Il l'appelle pommier, naturellement, ça c'est bon, sérieux, et il l'appelle aussi arbre à touristes. Devinez pourquoi? Pourquoi? Ah, vous voyez, il est rouge. Et en plus, il pèse. Logique, non? Alors, moi, puisque on a un peu plaisanté, bon, beaucoup un peu quand même. Quand je vais sur les plages et puis que je vois des pots qui commencent à rougir, je dis ah, tiens, il se transforme en pommier rouge. Et ouais. Alors bon, ben, on ne peut pas parler Guadeloupe sans parler quand même de la belle forêt, la grande forêt. Hein. Par exemple, vous voyez ce châtaignier-là, qui est à la base de la souffrière. Mais quand on monte dans la souffrière, il y a les ajoutats, et là il y a ce châtaignier. Alors bien entendu, ce châtaignier n'est pas le châtaignier dont on mange le châtaigne, même si tout le monde a le même nom. Ah, ça c'est... Donc, alors il s'appelle châtaignier parce qu'il a des fruits qui ressemblent à des châtaignes. Mais impossible de manger le fruit, quelle que soit la bonne volonté que l'on puisse avoir. On peut choisir le châtaignier, on verra ce qui se passera. Bon, alors, avec ce châtaignier, il y a quelques plantes un peu intéressantes, enfin, ou amusantes, je ne sais pas comment dire. Voilà. Alors d'abord, d'après vous, c'est quoi ça? C'est une fougère, non? Hein? Eh bien, imaginez-vous que c'est une graine en bas-feuille. Une graine en bas-feuille arbustive. Et, comment je peux pas, sur une photo, je peux pas prendre la branche et puis vous dire, regardez comme ce qu'il y a en dessous. Mais ce qu'il y a en dessous, c'est que là, il n'y aura pas des fruits. Comme la graine en bas-feuille. Alors, je ne peux pas vous jurer que ça a le même usage. Hein. Si un jour vous avez pas le aussi, vous voulez vous faire une saison de 3 herbes, je ne suis pas persuadé que ça marche avec ça. Mais c'est quand même une graine en bas-feuille. Alors ça, je ne sais pas si je vais vous dire le nom. Ça s'appelle un bois-couille. Parce que regardez bien la fluorescence là. La fluorescence, hein.
Au centre, vous avez ces urnes, qui sont de bourses, qui sont pleines de nectar. Les colibris viennent butiner ça. Et quand autour, les fleurs qui sont autour sont ouvertes, avec des étamines, et bien, avec l'antenne, ils battent les étamines et ainsi concourent à la pollinisation de la plante. Voilà. Et l'abeille est dessus. C'est aussi pour vous montrer constamment la relation qu'il peut y avoir plante, animaux, plantes, insectes. Papayer, très bien. Alors, c'est pour vous montrer un exemple d'une plante qui a des pieds mâles et des pieds femelles. Donc, dans la présente, c'est un pied femelle, puisqu'il y a des trucs. Et on a quand même pas mal de plantes qui ont ça, qui ont des pieds mâles et des pieds femelles, ou parfois, sur le même pied, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles, qui dépendent des pas. Suivant. Alors, tous les arbres fruitiers dont je vous ai parlé tout à l'heure sont dans le jardin Alexina. Et le jardin Alexina a aussi d'autres arbres assez spectaculaires. Le reste, je vais vous là-bas. Et alors là, on a essayé, mais c'est pas facile, de prendre à la fois le fruit et la fleur. Donc c'est pas des évêques, effectivement, qui est un arbre asiatique, du reste, qui était introduit et qui pousse magnifiquement dans son jardin. Et les fleurs durent à peine une demi-journée. Elles fleurissent le matin, et puis vers midi, 1 heure, elles tombent. Alors comme on n'a pas pu prendre vraiment une belle photo de fleurs là-haut, et bien on l'a prise en bas. Et voilà, et c'est sur cette belle fleur que j'arrête là mon babillage.